Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette première matinée des Journées 3D. Je suis ravie de vous accueillir pour cette première édition des Journées 3D. On verra ce qui se passe dans les années futures. Je ne vais pas être très longue, mais je voulais commencer déjà par me présenter, aussi pour expliquer en fait la naissance de cet événement. Je m'appelle Pauline Provini, je suis maîtresse de conférences muséum et du coup, j'ai 2 activités principales. Une activité de recherche, je travaille dans l'unité MECADEV. Je fais de la morphologie fonctionnelle et par ma recherche et les questions que je me pose, je suis productrice, utilisatrice de modèles 3D issus de CT scan, de scans de surface. Et donc je me pose des questions sur quel type de résolution j'ai besoin, comment stocker les données, tout ce genre de choses. Et puis j'ai aussi une activité de collection liée aux collections numériques du muséum, aux collections numériques 3D. Et puis je suis impliquée dans le projet École Plus qui vise à numériser une grande quantité d'objets de collection. Là aussi, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ces thématiques-là. Et en fait, j'ai ressenti le besoin de se faire rencontrer finalement 2 mondes, 2 disciplines, 2 groupes de personnes, parfois interconnectés, mais qui avaient généralement les mêmes questions, les mêmes problèmes. Souvent des solutions différentes. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de faire se rencontrer tout le monde. C'est de façon très égoïste que j'ai décidé de proposer cet événement. Et puis après, en discutant, j'ai vu qu'il y avait quand même un écho et que plusieurs autres personnes étaient intéressées. Donc voilà. Comme vous l'avez compris, l'idée, c'est de se faire rencontrer, de faire se rencontrer les différents acteurs qui utilisent, produisent, stockent, utilisent de plein de manières différentes les modèles 3D. Que ce soit des chercheurs, des chargés de collection, des personnes qui utilisent les modèles 3D pour diffuser, et également qui sont impliquées dans différentes méthodologies d'acquisition. L'idée, c'est également de partager des expériences communes, à travers des études de cas, avec des focus sur la recherche, et puis sur les méthodes et les différentes innovations qui ont été très actives et très riches dans ces dernières années. Réfléchir collectivement peut-être à certains enjeux qui sont notamment liés aux données 3D qui sont souvent très lourdes et qui prennent de la place. Et donc réfléchir à la façon dont on peut les gérer et les diffuser au plus grand nombre. Voilà, donc le programme, même s'il est un peu dense, a quand même été pensé pour favoriser les échanges, notamment pendant les pauses, mais également à la fin de chaque présentation. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions et à échanger. Et puis, avant de commencer, je voudrais remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté d'intervenir en tant que présentateurs pour partager leurs expériences. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Et puis également toute l'équipe École Plus qui a beaucoup aidé et qui continue à aider pour les aspects logistiques tout au long de la journée. Merci beaucoup à eux et notamment à Jonathan pour toute la partie logistique qui n'est pas la plus simple. Nous allons commencer par un tour d'horizon de ce qui peut se faire au niveau de la recherche avec les objets numériques 3D. L'idée, c'est pas du tout d'être exhaustif, mais plutôt de montrer un panel d'utilisations différentes, également de montrer qu'il y a beaucoup de points communs dans les différentes unités qui utilisent ces objets-là. Merci à toutes les personnes qui ont pu venir et pas seulement du muséum pour présenter leurs recherches. Il y a également des personnes du Musée de l'Homme qui ne peuvent pas venir aujourd'hui parce qu'il y a les journées de la SAP qui tombent exactement en même temps. On les remercie quand même d'avoir répondu de façon enthousiaste à cette journée. Et puis, on va commencer par Violaine Collin de l'ISIEB. Ouais.
Donc moi, je vais vous parler, un petit peu de ce qu'on fait en 3D à l'Institut de systématique évolution biodiversité. Donc il a été demandé aux directeurs et directrices d'unité de présenter, donc je m'y colle. Mais la présentation a été, co-construite avec Arnaud Delapré et Raphaël Cornette. Donc comme vous le voyez, sur, cette première diapo, nous à l'ISIAB, on s'intéresse à une très large gamme d'organismes, des champignons, des plantes, des animaux, et on étudie un grand nombre de structures, et d'objets différents. Donc en fait, l'UMR a été impliqué très tôt, dans les acquisitions 3D, puisqu'on avait, 2 personnels de l'UMR, Michel Bellac et Raphaël Cornette, qui, dès le début des années 2000 étaient présents sur la plateforme, de morphométrie, commune du muséum. Et c'est vraiment eux qui ont, développé les premiers outils mutualisés permettant des acquisitions 3D et qui ont, accompagné, les personnels, du muséum dans, l'analyse des données 3D. Donc dès 2006-2007, sont parues les premières publications qui visaient à quantifier, les différences, morphologiques entre, des espèces, donc surtout des espèces de micromammifères, et on posait en fait des points repères sur les crânes en 3D. Et puis à partir des années, 2010-2013, il y a eu les premières publications, basées sur des, repères glissants, donc qui permettaient une meilleure approche de la quantification, des courbes et des formes, en général des objets. Donc aujourd'hui, ce sont au moins 5 équipes sur les 11 qui sont présentes à l'ISIEB, qui utilisent régulièrement les approches 3D, dans leurs recherches. Et puis on a une vraie volonté au sein de l'unité d'essayer de mutualiser, les outils d'acquisition et de mutualiser, les compétences, des personnels d'appui à la recherche de notre unité pour vraiment, essayer d'accompagner les personnels dans le développement des approches 3D. Donc on a la cellule 3D, qui est, dont le responsable est Arnaud Delapré, qui met à disposition ses compétences, Heu, essentiellement en photogrammétrie et puis, également en analyse de données CT scan. Et on a le laboratoire photonique 2D, 3D, biomimétisme, dont le responsable est Romain Garouste, où on a différents appareils, en fait, pour, faire de la 3D et puis pour prendre aussi les objets sous différents types de lumière. Comme on a beaucoup d'équipes au sein de l'ISIEB, on a 3 axes transversaux pour, un peu, faire dialoguer et interconnecter les équipes, et l'un de ces axes, s'appelle analyse des formes et phénomiques. Donc, vous voyez évidemment qui dit phénomique, dit analyse 2D et 3D. Et puis les responsables de cet axe ont également, organisé l'année dernière les journées thématiques du CNRS phénomiques pour la biologie évolutive. Donc après, on a choisi de vous présenter, très brièvement 4 exemples d'analyses, menées à l'ISIAB. Donc, la première, c'est une étude qui a été faite, sur les membres antérieurs, des taupes. Donc, le but, c'était de quantifier la variabilité morphologique de différents os. Donc les données ont été obtenues par CT scan, et puis on a comparé en intra et en interspécifique les os pour essayer de faire le lien entre forme des os et capacité de creuser des espèces et capacité de creuser différents types de sols. Le deuxième exemple, c'est sur les ovipositeurs, de drosophiles. Donc on s'est intéressé à une espèce, de drosophile qui est, évasive, Drosophila, suzuki. Et on a comparé, la forme de l'ovipositeur chez différentes populations, natives et invasives, donc sous différentes, conditions climatiques. Et donc là, les images ont été obtenues par microscopie électronique, à balayage et photogrammétrie. Le troisième exemple, c'est sur les ailes d'insectes. Alors les ailes d'insectes, c'est plat, donc les structures plates, généralement sont analysées via des analyses, 2D. Mais là, les membres de l'ISIAB ont essayé de faire des analyses 3D dessus et ils ont montré qu'en fait, c'est pertinent même sur ces structures dites plates
de les analyser en 3D, en particulier pour tout ce qui va être étude de la nervation. Ça permet d'apporter des informations, nouvelles, hein, en fait, sur l'évolution de la nervation. Et puis, le dernier exemple, c'était juste pour vous signaler que, bon, évidemment, tout ce qui va être, image 3D, c'est utile pour quantifier les différences, morphologiques, mais aussi c'est utile simplement pour des descriptions morphologiques fines. Donc là, vous avez un exemple, d'image, synchrotron. Donc on les utilise pour, décrire de façon fine des structures anatomiques, des innovations fonctionnelles et puis, aussi pour les descriptions, morphologiques de nouvelles espèces. Voilà, alors, dans les perspectives, qui dit phénomique, dit, aussi, lien avec l'intelligence artificielle. Donc quand on parle de phénomique, en fait, le but, c'est d'analyser, soit un plus grand nombre d'individus, soit un plus grand nombre de structures et donc qui dit beaucoup de structures ou dit beaucoup d'individus, dit, beaucoup de temps, c'est extrêmement chronophage et donc avec le développement de l'intelligence artificielle, on peut envisager, une segmentation automatique ou semi-automatisée, et on peut également envisager la pose, des points repères de façon automatique. Donc ça devrait permettre vraiment d'augmenter le débit, dans les analyses, futures. Et puis là, je vous ai surtout présenté, les activités, 3D liées à la recherche, mais en fait, on est impliqué dans l'unité, également dans les enseignements. Donc on a 3 enseignants, qui, sont impliqués dans les modules de morphométrie et où on parle de la 3D en master et en ED. On est également, 46, responsables scientifiques de collection, au sein de l'ISIEB. Donc on participe à la valorisation de ces collections, notamment via nos propres activités de recherche, mais également via la mise à disposition, d'images 3D pour la communauté scientifique et notamment, via la participation au programme École+. Et puis enfin, on a une activité de diffusion des connaissances, liées à la 3D, en enrichissant le cabinet de curiosité 3D du muséum et puis en montrant à voir au grand public des objets 3D. Bon, donc je vous ai mis l'exemple de la fête de la science, mais c'est pas le seul. Donc, là, on est la fête de la science, on a plusieurs ateliers où, le public est vraiment invité à manipuler des objets 3D, soit des réels objets, soit des impressions 3D. Et comme ça, on questionne, l'évolution des structures anatomiques et puis, comment, les différences de formes peuvent nous permettre aussi de décrire différentes espèces. La prochaine présentation, est par, Florent Goussard pour le CR2P. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors moi je ne suis pas directeur du CR2P, en fait malheureusement ma direction n'était pas disponible, donc c'est moi qui vais m'occuper de cette présentation. Donc moi je suis ingénieur de recherche au CR2P. On est une unité spécialisée en paléontologie, on couvre à peu près tout ce qui peut se fossiliser en termes de gamme de groupes d'intérêt. Et ça couvre aussi une large gamme de tailles également. Moi, j'ai axé cette présentation sur un petit peu la façon dont on pratique la 3D, nous, au labo. En fait, ça va se découper en une offre de services qui est très largement développée avec 5 grandes entités et ce qui représente plus de 200 000 euros d'investissement depuis 2006. Donc, ça a été vraiment un choix politique scientifique de l'unité de développer ces approches-là. Ces services, en fait, se développent en un vrai service de support 3D auquel je participe moi-même avec ma collègue Nathalie que vous verrez plus tard dans la matinée. Et donc nous sommes 2 ingénieurs à assurer tout ce qui est volet segmentation, scanner surfacique, impression 3D, tandis que les collègues de l'unité peuvent également produire de la 3D avec 2 autres personnels du laboratoire, un photographe CNRS et un infographiste côté SU. Donc c'est un petit peu ces différents services que je vais vous présenter rapidement ici. Alors au niveau de la segmentation, ça va être
été un petit peu notre cœur de métier pendant longtemps. En fait, on a commencé la 3D par ça au CR2P. On a aujourd'hui une vraie salle d'imagerie qui est à peu près entièrement dédiée à la segmentation. Donc c'est une salle d'imagerie qui fait 25 mètres carrés, qui nous permet de former même des groupes allant jusqu'à 4 personnes, voire un peu plus. On a vraiment des stations de travail très haute performance. On est spécialisé en termes de logiciel segmentation aujourd'hui dans le logiciel Mimix, qui est d'origine médicale, mais on dispose aussi de VG Studio Max et plus récemment de Dragonfly, qu'on est en train d'investiguer pour tout ce qui est notamment segmentation automatique, comme ce qui a été présenté juste avant. Nous, la segmentation, ça va nous servir principalement, classiquement, à tout ce qui est dissection virtuelle, extraction de caractères internes. Donc, comme vous avez ici un exemple en haut d'extraction, de modélisation des loges d'un foraminifère pour, par exemple, en étudier le volume, ou en bas, la reconstitution d'une radula, d'une ammonite fossile. On a également un gros volet numérisation sur fascie qui s'est énormément développé depuis quelques années. Aujourd'hui, on est équipé de 3 scanners sur fascie, tous de la même marque, la marque Artec, qui nous permet de couvrir vraiment une gamme de tailles extrêmement large. On a donc 2 scanners à main que vous voyez en haut qui vont nous permettre de travailler en mobilité, donc notamment dans les collections, sur le terrain ou directement en galerie. Donc ça, c'est quand j'ai pu scanner le Cynthia cetus de la galerie paléontologie, donc un archéocète fossile qui fait un petit peu moins de 10 mètres de long. Et j'ai pu le scanner entièrement, monter, et ensuite redissocier tous les os et puis animer l'animal. Et on a également un scanner micro qui est mutualisé avec l'unité BioArc, qui lui va nous permettre de scanner vraiment des objets très très fins, où là on peut descendre jusqu'à 1 cm à 5 mm de taille d'échantillon. Vous voyez ici des micro-dents ou des tout petits astragales. Donc ça nous permet vraiment de couvrir une gamme de tailles extrêmement large. On a également depuis pas très longtemps un service d'impression 3D. C'est vraiment la dernière chose qu'on a installée dans notre offre de service. C'est une imprimante résine qui nous permet, avec une taille de cuve assez importante quand même, jusqu'à 20 cm de haut, et une hauteur de couche de résine de 10 microns. Donc par exemple, ce que vous voyez ici, c'est un projet qui a été réalisé par ma collègue Nathalie, où on a pu scanner en surfacique en fait tous les éléments d'un crâne d'un grand reptile fossile. Ce crâne a été remonté ensuite avec des symétries, puis imprimé en 3D, taille réelle, et patiné pour être aujourd'hui exposé dans la galerie de paléontologie. Donc ça, sans ce travail-là, ce crâne ne pourrait pas être présenté au public vu son état de conservation. Ensuite, en dehors du service de support 3D que j'assure avec ma collègue, on a donc 2 autres collègues de soutien à la recherche. Donc un photographe, Lilian, qui lui fait de la photogrammétrie, donc principe très simple, capturer de la 3D à partir de multiples photos du sujet. Le gros intérêt de la photogrammétrie par rapport au surfacique pour nous, c'est que virtuellement on n'a pas de limite de taille. Donc ça va nous permettre de scanner des objets, comme ici un crâne de dinosaure prosauropode. Là, vous avez le modèle 3D maillé et avec la texture appliquée. Le gros avantage de la photogrammétrie étant que la qualité de la texture photo sera bien meilleure que celle qu'on peut avoir avec nos scanners surfaciques. Plus intéressant encore, avec cette méthode, on peut également scanner des surfaces de fouilles. Donc ça, c'est le site d'Anjac-Charente, près d'Angoulême, où là, vous voyez Lilian en haut de son escabeau en train de photographier la surface de fouille, ce qui va lui permettre, comme pour l'objet, de capturer la surface 3D de cette surface sur laquelle il va pouvoir appliquer ses textures photos, ce qui va nous permettre de faire vraiment des visites virtuelles des chantiers de fouilles, de documenter leur évolution au cours des fouilles. Ça, Anjac, c'est comme un gisement sur lequel on fouille depuis 2010, donc c'est extrêmement intéressant de garder cette archive en fait de la position des pièces sur le terrain. Et enfin, la dernière chose, c'est un collègue de SU, infographiste, Alexandre Letiers, qui lui propose des véritables reconstitutions des organismes que l'on peut étudier. Alors sa particularité, c'est qu'il va pas partir de modèles 3D des fossiles, il va partir des fossiles physiques et des photos de ces fossiles pour modéliser des formes basiques, ce que vous voyez tout en haut, des formes basiques des animaux,
qu'il va ensuite sculpter virtuellement jusqu'à obtenir un résultat final extrêmement réaliste. Voilà quelques-unes de ses productions. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'au CR2P, on est capable d'assurer une chaîne de traitement très vaste, depuis l'acquisition des données jusqu'à reconstitution des organismes, ce qui fait qu'on est des gros consommateurs à la fois de données CT, mais aussi synchrotron par exemple, et aussi des gros producteurs de données avec les données surfaciques ou de reconstitution. Et ce sera tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La prochaine présentation est par Alexandra Houssaye pour l'unité MECADEV. Merci. Merci, bonjour à tous et toutes. Donc moi, je vais vous faire un petit panel des types d'utilisation qu'on peut avoir des différents modèles 3D au sein de notre unité. Donc au sein de notre unité, c'est essentiellement au sein de l'équipe Funevol qu'on va beaucoup analyser des objets 3D. Donc c'est surtout pour des études des relations forme-fonction, avec pas mal d'études biomécaniques également, et avec une ouverture vers la bioinspiration. Donc on va utiliser pas mal de scans surfaciques qu'on a obtenus par photogrammétrie ou avec scanner, etc. On l'utilise beaucoup pour faire une analyse pour faire une analyse détaillée de la forme des objets en 3 dimensions. On utilise beaucoup de morphométrie géométrique et on va pouvoir faire donc c'est essentiellement des analyses comparatives avec des comparaisons entre espèces, des comparaisons selon le mode de vie, l'habitat, faire des études de covariation, etc. Si ça marche, pour passer. Ouais. On va aussi, à partir de ces modèles surfaciques, faire des fois des impressions 3D qui vont être utilisées dans des analyses biomécaniques. Donc là, par exemple, sur les analyses de Marion, on peut voir qu'elle utilise des têtes imprimées pour ses analyses en PIV, afin de tester la pénétration de la tête dans l'eau. Là, c'était dans un contexte de capture de proie. Et on peut avoir la même chose en bas, où elle va imprimer des têtes de serpent et regarder, quand on a des pénétrations dans des sols différents, quel comportement biomécanique on va avoir. Donc on les utilise aussi, nos modèles 3D surfaciques, pour tout ce qui est modélisation. Donc là, ça va y avoir des études où, par exemple, on va avoir, à partir de la reconstitution d'un modèle musculo-squelettique, on va essayer de déterminer quelles étaient les forces qui étaient appliquées aux différents endroits sur notre os, pour faire des analyses en éléments finis et regarder la distribution des déformations qu'on peut avoir sur l'os quand on applique des contraintes. Donc ça, pour toutes mes études forme-fonction, c'est utile. Et puis en ouverture vers la bioinspiration, on a par exemple des ouvertures en robotique, comme là sur un projet d'ANIC sur le coût des oiseaux, où on va avoir une étude détaillée des relations forme-fonction sur le coût des oiseaux, et après une simplification qui peut être utilisée pour des applications ici en robotique. Donc ça, c'était pour le surfacique. On utilise aussi beaucoup de données de microtomographie à rayon X, donc qui sont obtenues soit dans des différents microcities, soit par des données synchrotron. Donc là, par exemple, vous avez des têtes de serpent où en fait elle a ses têtes entières, et donc il y a besoin de la tomo pour aller voir le squelette du crâne. Donc il peut y avoir des études du crâne, mais aussi de l'endocrâne et de la relation après endocrâne-cerveau. On peut analyser différents systèmes sensoriels. Vous avez ici le système additif chez des grenouilles avec du contraste de phase qui a été obtenu au synchrotron, ou le système vasculaire chez des caméléons. On peut également analyser les régimes alimentaires. Donc ça peut arriver en regardant la structure des os, la forme, mais également la structure interne. Et pour nos analyses sur les os, sur la structure interne des os, grâce à des digitalisations complètes, on peut analyser le système de travée osseuse dans toute sa globalité et sa complexité. Donc là aussi, des implications en biomécanique, puisque par exemple, à partir de ces scans de crâne de serpent, Marion, elle peut faire des analyses en éléments finis pour voir la distribution des stress quand après il y a ces tests de différentes contraintes appliquées sur ces crânes. Et on peut s'en servir aussi en bioinspiration, où là, vous avez une inspiration pour essayer de faire des colonnes plus résistantes à partir d'os de rhinocéros. On va également utiliser de la tomo avec des agents de contraste, donc ça, et des données IRM. Donc ça va être pour regarder davantage les parties molles,
Donc ça peut servir dans différents contextes. On peut avoir, par exemple, ici dans le projet de Pauline, c'est pour visualiser la trachée chez ces oiseaux. Donc vraiment voir comment est la forme de cette partie molle. Et puis après, il y a des capteurs sur cette trachée qui vont servir pour ce que vous allez voir sur la slide d'après. Donc ça permet de bien suivre leur position et de voir où ils sont sur la trachée pour suivre dans un second temps. Ici, vous avez une analyse sur les serpents où ça va servir de faire une coloration à l'iode pour ensuite regarder les capsules céphaliques et le cristallin de l'œil chez des serpents. En IRM, là, c'est le cerveau, par exemple, qui va être visible et après, on peut analyser les relations endocrine-cerveau. Et puis là, sur des 5, donc sur ces lézards-là, modéliser la musculature pour après faire un modèle ostéomusculaire. Et enfin, qu'est-ce qu'on met aussi comme approche 3D? Ça va être l'utilisation de la cinéradiographie. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique de notre labo, puisqu'on a maintenant notre plateforme de cinéradio qui est prête sur le plateau d'analyse du mouvement et qui est vraiment unique en France. Donc ça va nous permettre vraiment de regarder et d'analyser le mouvement dans toutes les directions et dans toute sa complexité. Donc là, vous avez une étude sur la posture des oiseaux, donc d'Annick, où il a essayé de comprendre comment les oiseaux arrivent à maintenir une stabilité tout en étant au repos, par exemple. Vous avez ici une analyse de Pauline où il va y avoir essayer de comprendre comment se fait la capture, le flux d'eau au sein de la prise de nourriture chez les poissons, par exemple. Et puis ici, donc, on revient à sa trachée des oiseaux où on va pouvoir faire une étude détaillée du mouvement de la trachée qu'il va y avoir au cours de vocalisation. Donc voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer un panorama de ce qu'on fait chez Megalec. Merci beaucoup. C'est Karine, je crois. Bonjour à toutes et tous. Donc, tout comme Violaine, je ne suis absolument pas spécialiste de l'imagerie numérique et je suis là en tant que directrice adjointe de l'unité. Donc, je vais faire une présentation assez généraliste, contrairement à mes collègues un petit peu avant. Donc, le plateau d'imagerie numérique dédié à la bioarchéologie a une origine assez ancienne, puisqu'il a été créé il y a maintenant une dizaine d'années de façon physique, et il s'est construit petit à petit sous l'impulsion de Thomas Cookie, qui en est le responsable scientifique. Et c'est un petit plateau par rapport à celui du CR2P, qui est aussi animé par deux collègues pour tout l'aspect technique, Michel Lemoine et Romain Perronnet. Alors, ça a commencé en fait avec les premiers travaux sur le plateau de Michel Bellac, il y a quelques années, presque 20 ans, où il y a eu l'acquisition d'un microscribe et puis d'un numéo, si je me souviens bien. Et des années plus tard, on a souhaité acheter un scanner sous-facique un peu plus on va dire compétitif, enfin plus moderne en tout cas, et on a monté un petit projet à AP du muséum en collaboration avec le CR2P qui nous permettait de répondre à différentes questions, c'est-à-dire déjà il est portatif, donc on pouvait l'emporter sur le terrain pour par exemple prendre des coupes stratigraphiques en 3D, ou encore travailler comme le fait Thomas sur la morphométrie géométrique. Pardon. Bon, rapidement, on s'est aperçu que l'Artec 3D n'était pas suffisant. Comme l'a dit Florent tout à l'heure, on s'est doté d'un second scanner, le micro 3D, et il est utilisé pour tout ce qui est beaucoup plus petit, comme l'a aussi indiqué Florent, et ça nous a permis aussi d'ouvrir un peu les perspectives de recherche pour tout ce qui est archéobotanique dans notre unité. Et puis, à l'origine aussi, on avait une zone de photogrammétrie
Alors, zone très classique avec des plateaux tournants qui sont synchronisés avec l'appareil photo. Enfin là, je crois que je vous apprends rien, c'est du basique. Alors pourquoi de la morphométrie, enfin de la 3D en bioarchéologie? Donc d'abord parce qu'on peut en faire des études en morphométrie géométrique qui apportent des éléments sur les contraintes du squelette lors des processus de domestication, par exemple en captivité. Ça, c'était le travail de Thomas. Ça permet aussi des travaux de valorisation pour des expositions. On est dans le domaine de l'archéologie, donc parfois les objets vont être prélevés, donc en partie détruits, pas tout, heureusement, enfin que des petits prélèvements. Et pour garder l'intégrité de l'objet, on va en faire une capture pour éventuellement déjà stocker, archiver, ou faire une impression 3D qu'on pourrait envoyer dans les musées avec lesquels on collabore. Donc ça, c'est le côté sauvegarde du patrimoine. C'est aussi pour nous un gain de temps sur le terrain en termes quand on scanne les stratigraphies. C'est beaucoup plus rapide aujourd'hui. Le traitement, il se fait dans la nuit et le lendemain, on peut retravailler sur les résultats. On utilise aujourd'hui la photogrammétrie avec un drone. On peut prendre tout le terrain en 3D via le drone couplé à un appareil photo. Alors, sachez que l'appareil photo, c'est juste un iPhone. Hein. Et bien sûr, ça nous permet aussi de créer d'énormes bases de données d'objets numériques qui vont servir à alimenter les recherches en IA, comme l'a précisé Violaine. Oui, j'ai voulu mettre un tout petit peu les derniers gros projets qui avaient été financés ces 3 dernières années, donc des ANR et puis le projet Dogbrain qui est encore en cours aujourd'hui, ainsi que toutes sauf EvoChip en fait. Et puis les petits projets qu'on a, on accueille des personnes de l'extérieur et les projets partenaires de collaborateurs du muséum ou universitaires. Et puis tout ce qui est courant au sein de l'unité à travers la formation dans les masters, etc. Et puis j'ai mis le petit lien pour que vous puissiez contacter les personnes. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et la dernière présentation de cette session, Bonjour à tous. Donc, de base, cette présentation devait être faite par Maëva Orliac, mais malheureusement, elle n'a pas pu être présente. Donc, moi, je suis ingénieur d'études à l'ISEM, et donc je vais vous présenter un peu tout ce qui se fait autour des données 3D. Donc, tout d'abord, je vais commencer par vous présenter un peu la station où il y a le CT scan à l'ISEM, donc un EasyTOM 150 qui permet de faire des scans d'assez bonne résolution jusqu'à 5 micromètres, avec sa station de reconstruction. Et là, vous pouvez voir un exemple de coupe virtuelle pour un crâne de vertébrés. Donc, aussi à l'ISEM, il y a eu un logiciel qui a été développé, Morphody, qui permet de visualiser en 3D les différents modèles en 3D et de faire également de la morphométrie géométrique. Donc là, vous pouvez voir un exemple avec un crâne de mouton archéologique où on a reconstruit virtuellement l'oreille interne et où on a posé des landmarks pour de l'analyse en 3D. Également, on peut faire des acquisitions de données quantitatives. Là, vous voyez un exemple avec un grand nombre de cacanifs de lapins qui ont été scannés pour des études en bioarchéologie. Ensuite, pour la partie, on a une équipe de paléontologie. Et donc, les CT scans est très intéressant pour l'étude des structures internes. Donc, par exemple, là, vous voyez un exemple pour un crâne de Rhaolidé où on a pu reconstruire en 3D l'endocaste pour des études sur l'écologie de ces taxons. Également, le CT scan est très intéressant pour ce qu'on appelle de la rétrodéformation, donc pour réparer, entre guillemets, les fossiles très endommagés pour
mieux l'étudier pour... donc là, vous voyez un exemple aussi d'un autre museau de Raolidé qui a été réparé digitalement. Ensuite, on a d'autres études sur les tissus mous. Donc, par exemple, on peut disséquer les muscles de rongeurs, mais également faire, comme vous avez vu précédemment, de la teinte à l'iode pour reconstruire en 3D les muscles masticateurs pardon, de ce rongeur et pour étudier un peu les forces de mastication. Également, on a une équipe qui fait de l'évolution de l'Evo-Devo. Et donc, par exemple, là, je vais vous présenter un exemple avec une mâchoire d'un très jeune embryon de chauve-souris sud-américaine, où on a pu, comme ça, reconstruire en 3D les dents qui n'ont pas encore été minéralisées, pour ensuite faire des études pour étudier l'évolution morphologique au sein de l'embryogenèse, là, pour un exemple avec une autre comme ça, espèce de chauve-souris sud-américaine. Ensuite, on a deux imprimantes 3D qui nous permettent de faire des rendus physiques de certains spécimens, donc qui permettent de faire de l'éducation pour montrer ça aux étudiants et pour ne pas endommager ou pour ne pas avoir à aller dans les collections pour montrer des spécimens. Également, on a aussi, outre le CT scan, on a également un endroit pour faire de la photogrammétrie, donc qui est beaucoup moins coûteux par rapport au CT scan, pour faire par exemple de la morphométrie géométrique. Là, il y a un exemple avec ce crâne de loup pour étudier la domestication du chien en bioarchéologie. Et donc je vais finir cette présentation avec le journal Morphomuséum, donc vous entendrez parler par Renaud Lebrun, qui permet de déposer des rendus 3D qui ont été utilisés dans des publications scientifiques, et donc qui permettent de faire de l'open science. Donc vous pouvez télécharger gratuitement ces modèles 3D pour faire vous-même des analyses. Et je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'à travers toutes ces présentations, on a vu qu'il y avait une diversité d'utilisation, mais également beaucoup de méthodes qui se ressemblent et qui ne sont pas utilisées de la même façon. Donc merci pour ce tour d'horizon qui illustre bien ce que je voulais illustrer. Merci encore à tous les 5.